Il y a un chant qu'on chantait à une époque régulièrement, hein, qui disait « Si je crois en moi, je trouverai ce que je cherche. Et si tu crois en toi, tu trouveras ce que tu cherches. » Bonjour, nous sommes très heureux de continuer cette série de vidéos spéciales dédiées à 20 ans de la Libre Université de Samadeva. Et aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants que Dr Clara Nod est avec nous. Et Clara est une des maîtres de Samadeva. Elle a enseigné beaucoup de méthodes, transmis beaucoup de méthodes comme ici en France, mais aussi partout dans le monde, comme la constellation familiale et ancestrale, les techniques énergétiques. Et ces dernières temps, elle dédie beaucoup de temps pour l'école du Tanata Sophia, qui traite les sujets de la vie et de la mort. Et aussi, Clara est aussi un médecin, homéopathe. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'entendre et écouter un petit peu plus sur votre parcours et sur votre vie. Et c'est ça la première question qu'on demande à tous les maîtres de Samadeva qui étaient déjà là. Est-ce que vous pouvez rencontrer un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, un petit peu de votre biographie avant que vous avez rencontré Samadeva? J'ai rencontré Samadeva j'avais 42 ans, un bon chiffre. Et dans 42 ans de vie, comme ça, hein. Je suis née dans le sud de la France, Carcassonne. Et mes parents habitaient un tout petit village, bien plus petit que le Hauwald. Et mon père, il était l'homme qui fait tout dans la commune. Alors il a ramassé les déchets, je me rappelle, c'était une brouette rouge. Il ramassait les poubelles, mais tout le village contenait dans une seule brouette. Et puis il faisait les annonces, et il avait un vélo, et puis il avait une espèce de corne comme ça, comme Roland de Grancevaux, il soufflait, alors tous les gens sortaient, alors il sortait le papier, il disait « Avis à la population ». Il y aura le boulanger qui passera tel jour, à telle heure, ou bien le cirque qui sera au café. Plein de choses. Creuser les tombes aussi. Moi, j'étais en admiration devant toute cette puissance. Mais lui, il pensait que c'était un emploi subalterne. J'ai compris après cette différence. Et donc, j'ai vécu 7 ans, les 7 premières années de ma vie dans ce village. Et ma mère était... J'ai compris après qu'on était pauvre, mais moi je ne savais pas qu'on était pauvre, parce que tout le monde était pareil. Alors, ma mère, elle faisait plein de choses. Elle allait garder des vieilles femmes désagréables, faisait la couture, plein de choses. C'était bien. Pour mes parents, les enfants, c'était important. Mon frère est né le jour de mes 4 ans. Ce qui fait que longtemps, j'ai cru que tous les enfants d'une famille naissaient le même jour. C'est une surprise après. Et tout le village était dans la même classe d'école. C'était une grande classe, tout le village. Alors il y avait le coin maternel, il y avait cours préparatoire, cours élémentaire. Voilà. Et près de la fenêtre, c'était certificat d'études. Et au milieu, il y avait une rangée, tout le monde pleurait à cause des dictées. En France, l'orthographe, c'est pas facile, hein. Oui, ça avait quelque chose. Et moi, je voyais avec crainte, je me voyais changer de rangée. J'ai dit, mon Dieu, je vais arriver dans la rangée où tout le monde pleure. Heureusement, on a déménagé avant. Ouais. Et dès le départ, il y avait comme ça une ambiance où j'étais supposée être une très bonne élève. Et comme on a déménagé quelques fois, à chaque fois, je me suis retrouvée à sauter une classe. Donc j'étais une fille très brillante, 2 ans d'avance, avec un message implicite que quand même c'était bien si j'étais première. Et ça n'aurait été pas bien du tout si j'étais pas première. Donc vous avez fini à l'école plus tôt que les autres? Oui. Ah oui, moi je suis rentrée en fac de médecine, j'avais 16 ans. Wow. Et pendant longtemps, j'ai vu ça plus tard.
c'est une contrainte et à la fois ça donne des satisfactions, comme on dit, des bénéfices secondaires. Hein. Mais je vois que... Et après, ça m'a poursuivi ce rôle de bon élève, comme une garantie d'acceptation, ça m'a suivi longtemps. Il y a des effets positifs, mais à un moment, quand on est, comme le Samadeva nous le montre, dans une dynamique de sincérité, il faut voir la part des choses aussi. Voilà, on a changé de village. Et mes parents ont accepté que je fasse des études de médecine. Je me rappelle quand je leur ai annoncé, ils ont petit, c'était quand même long et cher. Hein. Ils ont accepté, et moi à l'époque, je n'appréciais pas à sa juste valeur ce qu'ils faisaient pour moi. Donc j'ai fait des études de médecine. Ce n'est pas par dévouement pour soigner les autres. Hein. Non, non, je voulais voir comment ça fonctionne. Et comment c'est quand ça ne fonctionne plus bien. Comment on peut faire pour que ça refonctionne bien. Ouais. Donc j'ai fait les études de médecine, j'ai terminé. Et pendant mes études, j'ai rencontré mon futur mari, qui est marocain. Et donc je suis partie vivre au Maroc. Ah, c'est autre chose. Hein. Et la famille acceptait facilement? Je remercie mes parents parce qu'ils n'étaient pas le plan qu'ils avaient pour moi. Mais ils ont fait au mieux. Je les remercie. Ce n'était pas leur plan. Mon père voulait pour moi que je me marie avec quelqu'un qui soit socialement bien. Quoi. Médecin, ça aurait été vraiment bien. Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait à la faculté. J'aurais pu choisir là, mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Parce que comme les 3/4 de ma famille sont d'origine espagnole et ils sont venus en France avant la guerre d'Espagne pour fuir la misère. Et donc il y a ce sentiment très fort qu'il faut être intégré. Ouais, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'activité artistique parce que c'est dangereux. J'ai imaginé une fille qui veut faire artiste, jamais elle sera intégrée, jamais elle va pouvoir pour la lignée s'intégrer en France. Ouais, j'ai compris tout ça plus tard. Donc voilà cette fille qui épouse un Marocain qui part au Maroc, mon Dieu. Merci, ils ont été classe, vraiment. Elle, c'était le choc. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de moyens. Hein, c'est une misère physique, misère morale. J'étais dans les centres de santé, il n'y a rien. Quoi. Enfin, pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, j'ai appris ça. Et vous avez travaillé même à l'hôpital au Maroc? J'ai travaillé dans ce qu'on appelle les centres de santé. Les centres de santé qui sont des centres de consultation. Dans le langage populaire, on appelle ça hôpital, mais voilà, hôpital. À Tanger, puis à Casablanca. Et c'est ça, c'est une médecine sans moyens. Donc j'étais obligée de revenir à la médecine clinique. Il n'y a rien. Alors qu'en France, c'est très confortable. On a tout, on a les hôpitaux, on a les examens, il y a la sécurité sociale, il y a tout. Là, il n'y a rien. Donc j'ai beaucoup appris là-bas. Un petit fond de tristesse comme ça, parce que je ne savais pas que c'était mon destin. Ouais, on apprend après. Et vous avez des enfants aussi? Oui, j'avais 2 enfants. 2 enfants. Et à cette époque-là, j'ai décidé, avec mon mari, on a décidé que c'était bon, on allait rentrer en France. On était en accord. Et donc moi, j'ai cherché un endroit où je pourrais me poser là, avec mes enfants. J'ai trouvé un hôpital psychiatrique. Je vais aller là-bas. Et c'est l'époque où mon frère a développé une maladie extrêmement rapide, dont il est mort 3 mois après. J'étais dans une totale ignorance, parce qu'en médecine, on n'enseigne pas ces choses-là. On n'enseigne pas comment être avec un proche qui va mourir. Ouais, c'était difficile. Hein. Mes parents, c'était très, très difficile. Voilà, puis la vie m'a amenée en région parisienne. Moi, je ne voulais pas m'installer comme médecin généraliste, c'est risqué, on ne sait jamais combien on gagne. C'est aventureux, puis il faut faire des papiers, l'URSSAF, tout ça. Ouais, je ne voulais pas tout ça, je voulais un salarié. Donc le destin, dans sa grande mansuétude, m'a empêchée de faire ça. Et je me suis associée. J'ai travaillé 17 ans comme médecin de famille en région parisienne. Et je voyais bien quand même qu'entre les enseignements de la faculté que je respecte
et la réalité des consultations, il y a quand même une différence. Et alors, j'ai cherché autre chose. Je suis formée à l'homéopathie. C'était vraiment intéressant, une vision, rien que pour la vision des choses, rien que pour ça, c'est vraiment bien. En plus, on peut aider. Voilà. Et puis un jour, j'ai une amie qui connaissait Samadeva. Enfin, ça ne s'appelait pas Samadeva à l'époque. Elle m'a envoyé un livre. Justement, je venais de me séparer de mon mari une semaine avant. C'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. On commence à chercher quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a des temps. J'ai compris après. Souvent, c'est quand on regarde sa vie là, comme un chemin qu'on voit, en fait, on comprend mieux les choses. Avant, ce n'était pas le moment, et là, c'était le moment. Et vous vous rappelez ce livre? Comment ça s'appelle? Oui, ça s'appelait Enseignement d'un immortel. Alors, j'ai reçu ça. J'ai pas vu le papier d'abord, j'ai reçu ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, bon, c'est une secte. Alors, j'ai regardé, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Hein. C'est parce que j'avais cherché avant, j'ai dit, tiens, là, on nous dit où mettre le pied pour avancer. Voilà. Et comme entre-temps, j'ai eu un troisième enfant qui était un peu beaucoup spécial, très spécial. On ne sait pas ce qu'il avait. C'est longtemps après qu'on a su qu'il était autiste. Et moi, d'une certaine façon, je reproduisais un peu comme mon père. Je dis, bon, écoute, mon fils, t'es pas comme les autres, hein, t'avances, hein, c'est la vie. Hein. C'est bien plus tard que j'ai appris à prendre soin de mes proches, des autres. Voilà. Et une chose qui est comme ça un peu drôle, c'est qu'au bout de 5 années, je disais à mes parents, je fais du yoga. Ça me paraissait le terme le plus acceptable. Je fais du yoga. Et au bout de 5 ans, ils m'ont dit, tu vois, ça fait 5 ans, on pense que tu es dans une secte. Mais tu es devenue tellement épanouie, souriante, aimable, tu fais plus jamais la gueule. Alors on pense que ou c'est pas une secte, ou alors c'est une bonne secte. Ça me fait rire. Vous voyez, ils avaient parfois on parle de laisser libre un amour, et ils avaient vraiment d'autres plans pour moi. Mais ils ont accepté. Voilà. Et puis après, les portes se sont ouvertes, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais. Moi, j'ai déménagé pour être médecin ici. C'est encore une grande frayeur. J'étais associée, c'est l'association d'une sécurité, les deux comme ça. On fait sa déclaration ensemble. Si on n'est pas là, l'autre assure. Voilà. Et donc la vie m'a proposé de m'installer toute seule. Moi, j'ai pas voulu. J'ai cherché Strasbourg, j'ai cherché à être associée. Puis j'ai dit d'accord, j'accepte. J'ai fait ça et je suis restée 20 ans ici avec ce cabinet médical. Pour moi, c'était clair, je venais comme médecin. Mais même avant, je ne voulais pas venir au Val, moi j'étais là-bas, ça s'est fait. Le destin écrit son propre... Oui, c'est ça, le destin libre. écrit. Hein. Encore qu'on a des marges. Et puis là, oui. Et qu'est-ce que vous attirez ici, à Samadeva? Quand vous avez récemment, j'ai écouté un entretien d'Idriss Lahore qui disait « Vous êtes attiré dans les lieux où votre évolution est possible. » Moi, ça donne une réponse claire à toute ma vie. Oui. Je ne voulais pas venir. Hein. J'avais des gens qui étaient enthousiastes pour venir. Moi, j'avais la maison, le cabinet, les enfants, mon fils. Je dis non, ça va, je viens régulièrement, ça suffit. Mais ça s'est fait. Et vous commencez les études ici avec... Et ici... peut-être coach de bien-être dans cette époque? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je me suis inscrite comme coach du bien-être. Et en même temps, je donnais des cours d'anatomie. Et puis à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Ils ont souffert avec mes cours d'anatomie. Et puis progressivement, voilà, donc je faisais des cours d'anatomie, je me rappelle, le soir, à 20h, quand la moitié dormait. J'ai fait ça.
Et je faisais ça comme complément, donc j'ai intégré dans ma pratique médicale, et c'est très précieux pour les médecins d'intégrer autre chose. Un certain nombre de médecins pratiquent la médecine intégrative, hein, c'est-à-dire qu'ils se forment à différentes méthodes, et puis ils les intègrent leur pratique, c'est très bien. Mais Idriss Laor, avec le Samadeva, nous a appris non seulement à inclure d'autres méthodes, mais à les hiérarchiser, à les mettre chacune à une place. Hein, c'est principe systémique, ça change tout. Et tout ce qu'il a transmis en matière de santé, de maladie, de guérison, de tous les niveaux de thérapie, les niveaux de guérison et les niveaux d'être, mais c'est fondamental. Oui, la médecine à l'escalier, c'est une médecine moderne qui est en accord avec le champ actuel de cette modernité. C'était un enrichissement extrême. Et j'ai commencé à apprendre un peu l'humanité aussi. Et les gens venaient à ce cabinet, l'hiver il y a la neige. Alors j'avais que des gens motivés, hein. Tous ceux qui avaient les pneus neige. Ouais, j'ai intégré ça. Et puis un jour, Idriss Laor m'a fait dire que si je voulais être instructrice, pour moi c'était gratuit, c'était comme je voulais. Je vais te dire non, ce n'était pas du tout mon but. Alors je me suis trouvée instructrice. Il m'avait dit, vous ferez à votre rythme, hein, tranquillement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et puis brusquement, il m'a dit, vous allez aller à Paris et vous allez enseigner coach du bien-être, y compris le yoga de Samara, qui n'était pas ma partie forte. Donc voilà, je fais ça, ce que je n'avais pas prévu. Puis il a enseigné les constellations familiales, et je me rappelle, on était dans cette salle, il a dit, est-ce qu'il y en a qui voudraient faire une formation de constellation familiale? Moi, je n'étais pas du tout intéressée, c'était comme ça, c'était lui qui faisait. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui levaient la main. Moi, je levais la main aussi. Et je me suis retrouvée non seulement à être constellatrice, mais à enseigner les constellations familiales. Je ne sais pas comment. Et comme je suis formée à approfondir, donc j'ai approfondi. Et puis, oui, il y a eu cette période où, à la fois, j'avais le cabinet médical, j'allais dans le monde, du Brésil, en Chine et en Sibérie, et en même temps, je veillais à l'insertion professionnelle de mon fils, qui, à cette période, était à la maison. C'était pas simple. Voilà, ça s'est fait. C'est fait, puis un jour, à la fin de la formation de guidance des défunts, Idriss Laor a dit « Docteur Clara Nodi va faire une formation pour les mourants. » Alors, je l'ai appris avec tout le monde. C'était la ligne de ma vie. Hein. C'est pour ça que je suis très confiante pour l'avenir, parce que je n'ai pas à me demander si je vais faire le bon choix ou pas le bon choix, parce que je sais que la vie va m'amener, va m'attirer dans les endroits où mon évolution est possible, en fonction de l'endroit où je suis. Il a fallu beaucoup de temps, mais oui, parce que, étonnamment, ceux qui m'ont connue avant savent que je n'étais pas une marrante, hein, celle qu'on appelle carrée, qui n'aime pas les ronds. Ouais. J'ai appris à me transformer. Donc c'est ça une chose que vous avez appris ici? Oui, j'ai appris à arrondir le carré, ça j'ai appris. Oui. Ouais. Parce que j'ai hébergé des gens. Parce que moi, j'aimais pas les groupes. Hein. J'ai tellement peur, les groupes. Mal à l'aise. Ah oui, ici, on est toujours en groupe. Donc c'est bien pratique. Jusqu'à 500 personnes. J'ai fait des conférences dans le chapiteau à 500 personnes. Ouais, j'ai appris ça. J'ai appris à être accueillante. J'ai appris à ouvrir ma maison, à accueillir tous ceux qui demandaient. Qui n'était pas votre nature? Moi, je suis de naturel égocentré. Dans ma famille, on était comme ça. Voilà. C'est pas grave, il faut changer. Ah oui. Et que ça permet de mieux comprendre ce qu'ils sont. Oui, c'est comme avec mon frère. J'étais tellement démunie. Je ne peux que comprendre ceux qui sont là comme ça. Je ne vais pas donner des leçons. C'est pour ça que c'est important de faire des expériences. On dit c'est positif, c'est négatif. Non, non, c'est les expériences de la vie. La vie, elle nous place comme ça dans des endroits.
Et après, quand on a fait un bout de chemin, maintenant j'ai 68 ans, on regarde sa vie, comme ça il y a un sens qui vient. Ah, quand je serai morte, que je la verrai toute étalée, ce panorama, avec tous les gens avec qui j'étais en relation. Voilà, c'est pas impatiente, hein, mais je suis un peu comme ça excitée à l'idée de ce moment dans le passage, quand le corps éthérique s'étale et qu'on voit toute sa vie et tout le sens qu'elle a eu et puis le chemin qu'on fait après. Oui, il y a une autre chose aussi que j'ai appris, c'est ça, c'est une espèce de curiosité enthousiaste pour la vie. Au lieu de chercher à se rassurer dans les choses carrées, prévues, comme papa, maman et les grands-parents, ou comme les autres, ou d'être accepté, la bonne élève. Maintenant, je vois les bons élèves. Je ne peux le voir que parce que j'ai fait un pas en dehors. Toute ma vie, j'étais ça, ce rôle, la bonne élève. J'avais dit à Idriss Laor, parce que par un moment je le voyais, ça m'était insupportable. Je me vois tellement le rôle de la bonne élève, je ne peux plus, mais je ne sais pas faire autrement. Il avait dit, c'est pas grave. Observer. Du coup, moi j'ai appris à être cool avec lui, voilà, ça c'est ça. Cool. Ce qu'ils disent le plus souvent, c'est pas grave. Quoi qu'on dise. On disait, je m'en vais en voyage, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, il savait quoi dire à chacun. Donc, oui, c'est ça, oui. Quoi dire à chacun. Et justement, il y avait certains, parce qu'on était quand même, on est encore dans de multiples activités avec des choses, et puis ils supervisaient tout cela. Et donc il y a des gens, ils corrigeaient jusqu'à la virgule. Et moi, ils ne voulaient même pas voir ce que je faisais. Des fois, je faisais une formation entière, je n'avais jamais fait ça. Hein. Je lui apportais, il me dit, oh, c'est bon, je n'ai pas besoin. Même quand j'ai fait la formation pour la fin de vie, je dis, c'est pas possible, ça m'angoissait. Je me dis, si je sors des clous, hein, si je ne suis pas la bonne élève. Hein. Alors j'avais tout mis sur une page A4, et puis je lui ai dit, voilà, c'est ça. Je peux dire, je l'ai quasiment mis sous le nez. Et alors, il a daigné le prendre, il a regardé, il a dit, oui, c'est pas mal, je crois que je vais m'inscrire. Puis il a balancé le papier. Et en fait, un jour, il m'a dit, mais est-ce que vous pensez que je peux vous faire confiance? C'était ça, hein, se faire confiance à soi-même. Voilà, donc c'était un enseignement à tous les niveaux. Hein. C'est encore un enseignement à tous les niveaux. Et la pratique, l'enseignement du Samadeva, quelle que soit la méthode. Voilà, maintenant je suis plus dans cette partie de la nouvelle psychologie spirituelle qui est la mort, la vie après la mort, les mondes parallèles, les constellations, les techniques énergétiques, peu importe. La méthode, c'est qui transmet, qui est la personne que je suis devenue et qui transmet. Et au début, on s'attribue, parce que c'est normal, on fait une conférence, on est content, on applaudit à la fin. Un petit bébé comme ça, c'est bon, on observe, parce que ça compte quelque chose, l'enfance. Et puis, donc il ne faut pas le rejeter, parce que c'est l'orgueil qui rejette ça. Non, on regarde ça, et puis petit à petit, oui, on dit, oui, je suis devenue ça, et je le remets à plus grand, comme ça. Et ça, c'est le chemin que j'ai appris. Et donc, j'ai appris à être avec des groupes, ça me manquait. Et puis, j'ai appris à accepter tout le monde. Je me rappelle au tout début du Samadeva, il y avait le yoga de Samara, ce qu'on appelle la psychologie essentielle et l'énéagramme. Et je me rappelle, on faisait par exemple le yoga de Samara. Et il nous a dit, mais vous pourriez introduire l'énéagramme, c'est un petit moment. Et on n'était pas que moi, on était plusieurs, on était, mais enfin, c'est quand même du yoga de Samara, on ne va pas mélanger. On ne comprenait pas comment progressivement, subtilement, il nous a appris ces principes systémiques qu'on inclut tout à sa bonne place, dans un équilibre harmonieux. Et c'est ça, ces principes systémiques, le Samadeva, ça les applique. Moi, je vais parfois à d'autres réunions ou séminaires professionnels, et je suis tellement baignée dans la pédagogie du Samadeva que chaque fois ça me heurte, parce qu'on trouve normal ce que je trouvais normal avant. Hein. Il manque
forme de droiture, de structure. Voilà, il y a l'amour, il y a les connaissances. C'est un tout. Et puis cet apprentissage, quand on fait des groupes, et on connaît les instructions par cœur. Hein, alors on n'échange pas, on dit ce qu'on a à dire, et les autres écoutent, n'en rajoutent rien. Et ensuite, on passe au suivant. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est d'une pédagogie. Voilà. J'ai appris à être adaptable. J'ai appris à prendre la responsabilité. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, sauvée, je veux dire. Le responsable est responsable de tout. Et je me rappelle une fois, on était au Maroc. J'ai vu longtemps après. J'ai une pensée pour ma belle famille marocaine, toute ma famille marocaine. Donc on était là et on était arrivé la veille, parce que c'est toujours plus prudent de voir la veille la salle. Et il nous avait dit, ne vous inquiétez pas, demain tout est prêt. Donc on est arrivé le lendemain, c'était toujours aussi sale. Voilà, c'était c'était impossible. Et je me rappelle que j'ai eu un moment de plainte intérieure, d'accusation. Et je me suis rappelé cette phrase, le responsable est responsable de tout. Et j'ai dit, ok, on y va. En plus, au Maroc, je le sais d'expérience, on dit c'est hashoum, c'est honteux de faire le travail de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas faire le travail d'une femme de ménage, quoi. À la fois pour l'image, mais aussi parce que d'une certaine façon, on lui prend son travail. Donc on ne doit pas faire le travail des autres, qui en ont besoin pour vivre. Et alors on a balayé, on a trouvé des balais, on a balayé, on a arrangé, on n'était pas beaucoup. Hein. Et puis là, je me rappelle, la responsable en chef, qui n'était pas au courant, a vu qu'on avait tout arrangé, elle a été honteuse, elle nous a payé une gerbe de fleurs après. Mais en fait, le plus important, c'était ça, c'est on ne bouge pas, c'est pas comme je veux, j'accuse pas. Après, je peux dire, vous voyez, c'était votre rôle de faire ça. Je l'ai fait parce que c'était pas fait, c'est tout. Peut-être que vous avez eu un empêchement, je ne sais pas, mais... Et ça, cette immobilité face à la responsabilité, qui n'est pas une raideur, qui peut l'être un temps, hein, mélangée de l'orgueil, de quand même, je suis quelqu'un de bien. Il faut enlever tous ces voiles-là, puis on arrive à l'essence des choses. J'ai appris ça, être responsable. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris tellement de choses. J'ai appris à accueillir. J'ai appris à être aimante. Ouais, ça me manquait, ça. Beaucoup d'autres choses. Récemment, on avait l'atelier avec vous, les souvenirs roses de la vie. Ah oui. Moi, je pensais, est-ce que vous vous souvenez quelque chose de rose, peut-être quand vous avez travaillé avec Idriss Lahore, avec tous les autres maîtres de Samadeva, avec les stagiaires, par tous les voyages, un souvenir qui vient maintenant? Oh, quelques souvenirs. Ah oui, je me rappelle, c'est au Brésil. C'est ce qui vient là. Oui. Et moi, je suis venue ici, j'ai dit, moi, je pense qu'il vient. Je ne prépare rien. C'était au Brésil, on était à Belo Horizonte. Et je crois que c'est la deuxième fois que j'allais au Brésil. Oh, il y a des grands groupes là, hein. Puis les Brésiliens, ils sont chaleureux, super. Puis ils ont une langue qui est facile à apprendre. Ouais, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. De cette connexion avec des gens qu'on croit ne pas connaître, mais en fait que le destin nous a réunis à ce moment-là. Et nous, on a la chance de... Je sais pas, j'ai des milliers de connaître, le médecin m'a dit, ils connaissent des milliers de personnes. Puis les gens, ils vous reconnaissent, et ils vous disent ah, « Bonjour, Clara ». Et moi, je me dis « Où je l'ai vu ?» En plus, j'ai des problèmes de mémoire de nom. Et je ne me rappelle pas. Et alors, je me remémore comme ça, ce lien. Ouais, j'ai appris ça. J'ai appris une forme d'humilité aussi. Ouais, dans l'enfance, suivant l'éducation, les circonstances, l'orgueil, il aide bien. Mais après, il reste. Il a été un bon ami, alors il ne s'en va pas comme ça. Bon. Aussi lâcher, accepter d'être imparfait, d'avoir des faiblesses, de s'aimer. Ah, c'est peut-être ça.
pour mieux aimer les autres, pour les aimer tout simplement. Les aimer, les laisser libres, hein, s'aimer et se laisser libre de sa propre progression. Donc c'est un enseignement, comme disaient mes parents, c'était un bon enseignement. Oui, et je suis heureuse que grâce à cette libre université du Samadeva qui continue, après le décès d'Idriss Lahore et grâce au travail que font les jeunes équipes, cette œuvre se poursuive. Et nous, les maîtres du Samadeva, on est au service de tout cela. Puis un jour, on va se reculer, on partira ailleurs, mais on est encore là. Oui, c'est encore là. Qu'est-ce que c'est pour vous être un maître de Samadeva ou enseigner pour les gens, ou transmettre cet enseignement? C'est comme dans un orchestre. On est un très bon instrument. Et on se laisse jouer. On a beaucoup appris, beaucoup travaillé. Ouais. Comme disait Idriss Lahore, dans un entretien célèbre du 12 août 2012, les pratiques, c'est 5%. Et vous y consacrez 95% de votre temps. C'est normal. L'amour, c'est 60%. Et 35%, c'est la compréhension des autres. Je peux aimer les autres si je ne comprends pas. Si je ne sais pas ce qui les rend heureux, si je ne sais pas ce qui les fait souffrir. Ouais. Donc un maître du Samadeva est quelqu'un qui n'est pas parfait, sur lequel les autres projettent une forme de perfection rassurante. Et puis quand ils viennent, ils voient qu'ils ne sont pas parfaits, aïe aïe aïe. C'est la chute. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, beaucoup reçu, qui est en gratitude, qui transmet, qui se maintient, en tout cas c'est mon point de vue, qui se maintient le plus possible en santé pour durer le plus longtemps dans cette vie, pour être utilisé le plus longtemps. Qui ne reste pas statique avec ses connaissances, savoir, mais qui évolue encore et qui reconnaît chacun à sa place. Ouais, qui reconnaît chacun à sa place et qui est en gratitude pour ça. Et ça se voit dans sa vie. Quand je suis avec mon petit-fils, ou avec mes voisines, ou avec les médecins, ou avec d'autres, et les gens ils disent quelque chose là en vous. Alors moi, intérieurement, je dis merci. Et on peut être ce cadeau. Ouais. Et là maintenant, j'ai l'image parfois que je vais à Paris, je ne vais pas souvent. Il y a toujours des mendiants à Paris. Au Val, on n'a pas de mendiants, hein. Mais à Paris, il y a des mendiants. Je donne un petit peu quelque chose. Et voilà, c'est comme une rencontre. Il y a des femmes qui sont là, sont vieilles, vont mourir loin de chez elles. C'est de les remercier d'être là sur mon chemin. Pour vous permettre ça. Voilà. Si quelqu'un va demander qu'est-ce que ce Samadeva pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Sama, écoute, Deva, le divin en toi. Et comme nous sommes à une époque, en français il y a le mot, une époque de mécréants, c'est un mot péjoratif, mais mécréant, ça veut dire ceux qui ne croient pas. C'est normal, c'est l'époque qui veut ça. Et donc on est dans une époque où il y a ce champ de non-croyance, où les religions se sont, pour un certain nombre, se sont effritées, parce que c'est l'évolution des choses. Samadeva, c'est rappelle-toi qui tu es. Et tu vas en faire des pratiques.
Tu viens pourquoi? Pour ça, parce que tu veux te former au massage, tu veux apprendre des constellations, tu veux faire autre chose, pas de problème, on va faire ça. Et en même temps, voilà, regarde, cette porte-là, ça va aller plus vite. Tu sais même pas que tu cherches, parce que tu veux juste sortir de ta raideur ou de tes douleurs articulaires. Pas de problème. Viens, on va faire ça. Et derrière, à ton rythme, tu trouveras ce que tu cherches. Il y a un chant qu'on chantait à une époque régulièrement, hein, qui disait « Si je crois en moi, je trouverai ce que je cherche. Et si tu crois en toi, tu trouveras ce que tu cherches. » Et peut-être que Samadeva, c'est ça, c'est dire aux gens « Croyez en vous. On va juste être comme ça sur votre chemin et vous trouverez ce que vous cherchez. » Ce qui m'en vient aussi, on pense aussi que la libre université de Samadeva va durer encore plus longue. Et on pense aussi à cette gens que peut-être va regarder la vidéo, se rappeler la passée de la libre université de Samadeva. Mais si on veut transmettre, si vous voulez transmettre aujourd'hui le message pour les personnes peut-être dans 50, 10 ans, 90 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à cette personne? Ce n'est pas parce que une chose est dite par le plus grand nombre qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que vous vous sentez seul, étrange, à aspirer à autre chose que vous avez tort, ou que vous êtes fou. Gardez confiance. Croyez en vous. Croyez en votre destin qui veille sur vous et vous enverra, vous attirera vers les lieux et les personnes qui vous aideront à le réaliser. Ne désespérez pas. Croyez. Croyez en vous. Chacun est important. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour clôturer? Toutes les personnes qui reçoivent les enseignements du Samadeva se transforment. D'une façon étonnante, même nous, ça nous étonne toujours. Si on voyait nous comment on s'est transformé, on serait encore plus étonnés. Donc il y a un potentiel de transformation qui n'est pas simplement lié à une technique. C'est une accélération de l'évolution possible. Et plus les temps sont moins favorables, parce qu'il y a toujours eu des époques moins favorables. Là, on est dans une époque moins favorable. Plus ça peut se faire avec force. Merci. Voilà. Merci. Merci Clara pour ce partage. Merci à tous ceux qui regardaient cette vidéo. Nous sommes très heureuses de partager avec vous. Et à bientôt. À bientôt.